Bonsoir Chantal Thomas. Bonsoir Sophie. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à la Maison de la Poésie pour une discussion autour de votre nouveau livre De sable et de neige, paru au Mercure de France dans l'excellente collection Traits et portraits que dirige Colette Fellous. Alors c'est un récit autobiographique qui mêle texte et photos. Des photos de votre enfance à Arcachon, mais aussi des images originales d'Alain S. Weiss, et nous allons en regarder quelques-unes ensemble ce soir. Alors je rappelle pour mémoire que vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages, essais, romans ou récits, dont Comment supporter sa liberté, Les adieux à la reine, L'échange des princesses, Souvenirs de la marée basse ou encore East Village Blues, pour lequel on s'était déjà rencontré ici il y a 2 ans, je crois. Et vous avez été élue en janvier dernier à l'Académie française, au fauteuil numéro 12, précédemment occupé par Jean d'Ormesson. Alors, on retrouve dans ce nouveau livre une matière que vos lecteurs fidèles connaissent bien, votre géographie intime, Arcachon, le Cap Ferret, mais aussi le Japon, les cafés, les chambres d'hôtel, on retrouve le goût des huîtres. On retrouve aussi votre mère nageuse, Jackie, à qui vous aviez consacré le très beau Souvenir de la marée basse. Et puis on rencontre un nouveau personnage, une nouvelle figure, votre père, qui est, on va le comprendre en cours de route, le véritable sujet, je crois, de ce très beau livre. La particularité de la collection Traits et portraits est, je le disais, de faire dialoguer le texte et les images. Est-ce que vous avez conçu ce livre à partir des images ? Conçu vraiment à la fois le texte et comme des échos ou des sortes d'ombres portées ou des révélateurs, les images d'enfance, bien sûr, et aussi avec Alain Weiss, des images actuelles, en particulier par exemple l'image de ma maison d'enfance ou plus tard des images du Japon, mais prises dans une tonalité qui est pour moi quelque chose autour du conte et même les huîtres. J'ai désiré dans ce livre qu'il y ait particulièrement un éclat du premier regard, de ce qu'on voit une fois et qu'on ne retrouve pas. Et que cette collection permette justement les images, c'est génial parce que ça vous met face à l'événement. Qu'est-ce que ça vous a fait de revoir ces photos d'enfance? Est-ce que ce sont des photos que vous regardez régulièrement ou est-ce que ça vous a surprise, ému? C'est des photos que je connais, qui étaient là, que j'ai déjà regardées quand j'écrivais Souvenirs de la marée basse. Et certaines, ce qui m'a surprise, c'est que j'y étais. C'était moi. Et c'est souvent quelque chose de... On ne sait pas ce qui fait que c'est vous. Alors, par exemple, la première photo. Alors, la première photo, on la voit, c'est vous avec vos parents. Vous avez quel âge? Je suis petite, je dois avoir 2 ans. Aucune de ces photos est vraiment située. Les années ne sont pas situées parce que c'est pas comme ça que je vis. Personne vit sa mémoire comme ça. Oui, j'ai 2 ans ou quelque chose comme ça. Mais ce qui me beaucoup de choses évidemment m'émeuvent dans cette photo, mais c'est la manière dont je suis assise, ou c'est la façon dont on est tous les trois posés sur le sable, et plus exactement sur le varech. Et le caractère à la fois paisible et sans appartenance particulière que j'ai. Je suis posée là, à côté de ces 2 personnes qui ont l'air très bienveillantes. À quel endroit a-t-elle été prise? C'est un endroit où je retourne tout le temps. C'est la jetée d'Eyrac et les bateaux qui viennent du Cap Ferret, par exemple, aboutissent là et vice-versa.
Et vous disiez à l'instant, ce n'est pas comme ça que je vis ma mémoire. Alors, comment ? Ah oui, non, je la vis pas du tout d'une manière chiffrale, chiffrée, chronologique. Je la vis comme quelque chose que je respire ou qui m'inspire, qui tout d'un coup ouvre l'horizon et fait surgir un autre paysage, un autre visage. Et c'est là. Et c'est pourquoi j'étais heureuse que ce soit sous le signe d'un autoportrait que se déroule ce récit, parce que ça me permettait non pas de vouloir chercher une identité, la mienne, qui évidemment n'existe pas, mais de pouvoir cheminer absolument librement dans des innombrables parcours qui se juxtaposent et sont parfois divergents de mon existence. Mais cette mémoire, j'ai le sentiment que vous la vivez aussi beaucoup par les sensations. Si on pense à la première scène du livre, vous revenez au Cap Ferret puis à Arcachon, vous êtes dans un hôtel où il y a un jacuzzi et cette espèce de vague du jacuzzi évoque soudain un océan bien plus vaste. C'est comme si un océan miniature évoquait un océan plus vaste. J'ai été bouleversée quand je suis retournée au Cap Ferret. C'était à Pâques il y a 2 ans. Et ce jacuzzi qui est dans la forêt, et de l'autre côté, c'est tous les sens, parce que évidemment j'ai été émue par le contact de l'eau bouillonnante sur mon corps, mais il faisait très frais dehors, donc c'était quelque chose entre la chaleur de l'eau, son pétillement et le dehors, mais aussi les sons. Ça, c'est quelque chose d'absolument magnifique, qui est le son, le bruit du vent dans les pins. C'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie et qui était là, comme la musique originelle. Et mêlé à ce souffle continu, la rumeur de l'océan. Et je crois que le déclic, ça a été la combinaison de tous ces éléments sensoriels. Et vous êtes aussi une glaneuse. Vous ramassez des aiguilles de pin, des pommes de pin, des feuilles d'érable quand vous êtes au Japon. J'ai une disposition glaneuse et chiffonnière. Mais je trouve qu'il y a un lien peut-être aussi avec votre manière d'écrire. Vous écrivez comme on glane. Enfin. Oui, j'espère. Oui, j'ai toujours aimé. Moi, j'ai senti que je m'étais arrêtée dans l'échelle de l'humanité à un stade très très primitif, l'âge de la cueillette, et que au-delà, vous voyez, toutes les sophistications, même le cru, le cuit, toutes ces notions, je les saisis pas très bien. Mais cueillir et déguster ce qu'on vient de ramasser, de découvrir, ça, et c'est vrai, dans ma culture, elle est comme ça aussi. Même si j'ai eu une structure universitaire, mais je l'ai habitée de manière vagabonde et glaneuse, comme vous dites si joliment. Mais ce livre prend la forme d'un retour sur les traces de votre enfance. Est-ce que donc ce voyage vous l'avez fait, mais est-ce que c'est le récit d'un seul voyage ou est-ce que vous avez reconstitué à partir de plusieurs voyages? Ah, j'ai reconstitué. C'est fait de 1000 retours. Et au fond, c'est même pas vraiment des retours. C'est un lieu où je suis toujours. Et c'est de cette sorte de feuilletage du temps que naît un récit, un seul, qui pourrait être un roman aussi, mais comme c'est très très précisément ancré, Alors on va continuer à feuilleter justement cet album photo. Alors, j'adore cette photo. Qui sont ces deux personnes? J'adore, c'est mes grands-parents maternels, et lui, le monsieur, c'est mon grand-père que j'adorais, qui s'appelait Félix, et ma grand-mère Eugénie. Et c'est vraiment eux. J'aime cette photo parce qu'ils ont les pieds dans le sable, il y a les pins, il y a tout le contexte dans lequel je les ai découverts.
Et puis ça dit beaucoup de leur, d'abord de leur beauté, de leur style d'élégance. Et lui avait traversé la guerre de 14 et il avait été sauvé parce qu'il avait eu une blessure pas trop grave. C'était les seuls au fond qui survivaient. Et il est allé à Arcachon pour se remettre de problèmes de pneumonie pour le bon air. Et ça, j'adorais que ce soit cette idée qu'on guérit comme on respire. Et c'était vraiment lui. Il était quelqu'un qui respirait le bonheur et qui respirait l'idée que chaque seconde, ou en tous les cas chaque jour, est une totalité à vivre pleinement. Oui. Comment êtes-vous arrivé à Arcachon? Parce que vous racontez dans Souvenir de la marée basse que vous êtes arrivé dans une valise berceau. Ça, c'est ma grand-mère, justement, Eugénie, qui me racontait qu'elle était allée me chercher à Lyon, où étaient mes parents, et qu'elle m'avait mise dans une valise. Et j'ai traversé comme ça la France de Lyon à Arcachon dans cette petite valise. Et pour moi, cette valise, après, j'ai vu qu'elle y mettait ses pelotes de laine et tout, et je l'appelais ma valise berceau. Pour une future voyageuse comme vous, oui, c'est ça. Un signe. C'est ça, j'étais d'abord couchée dans la valise, puis après je me suis mis moi-même dans la valise et je suis partie avec. Et puis, dans cette région, vivent aussi vos grands-parents paternels, alors pas très loin, mais quand même un peu plus loin. Moi, le plaisir que j'ai à écrire ces livres, c'est aussi de revenir sur cette géographie qui est quand même magique et qui est, je crois, d'abord, qui nous donne à voir le double versant d'existence, c'est-à-dire le bassin qui est calme, serein, à votre dimension, et l'océan qui est déchaîné, dangereux, et qui ouvre sur le monde. L'aventure. Voilà. Et ce que j'adore, c'est revenir sur cette sorte de micro-géographie. Et donc mes grands-parents paternels qui habitaient pas loin, mais pour moi dans un autre univers qui était la Teste. Mais je leur donne peu de relief dans ce livre parce que voilà, c'était l'éclairage du moment. Mais si ce n'est quand même les excursions familiales au Cap Ferret, oui, où mais eux justement étaient sont en retrait, timides comme ça, très en retrait. Oui. C'est une manière de dire qu'ils n'étaient pas sur le devant de ma scène enfantine. Et pour quelle raison avez-vous choisi d'écrire ce retour sur les terres de votre enfance en commençant par le Cap Ferret et en allant ensuite vers le bassin? Non, vraiment, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir écrire ce livre parce que je n'avais pas la bonne distance, à supposer qu'il y ait une bonne distance, en tous les cas celle qui permet les mots pour dire cette souffrance. Et c'est en allant au Cap Ferret que je me suis vue de l'autre côté. De l'autre côté dans tous les sens du terme. De l'autre côté d'Arcachon, puisque le Cap Ferret est en face d'Arcachon, sur le bassin, parce que j'imagine qu'il y a quand même des auditeurs qui ne connaissent pas kilomètre par kilomètre le bassin d'Arcachon. Et donc, je voyais de loin, entre guillemets, la ville que j'avais toujours vécue de l'intérieur, comme une sorte de cocon précieux et voluptueux, et sans danger, surtout. Et c'est de là que j'ai vu aussi l'autre côté, qui était le côté de mon père. Et donc, d'une certaine façon, c'est parti de là, oui, de ce passage de l'autre côté et de ces excursions que l'on faisait du côté de l'océan. Alors, on vous voit là justement sur cette photo avec en arrière-plan les blocos incroyable, de la plage du Cap Ferret, qui était votre territoire de jeu quand vous étiez enfant, qui était ouvert à l'époque. Ils étaient ouverts aujourd'hui. Et depuis, beaucoup de personnes m'ont parlé qui ont grandi comme ça sur la côte et pour qui les blocos, c'était un point de mystère, de trouble. Et
et une chose extraordinaire, c'est que beaucoup sont tombés dans l'eau. Donc il faut imaginer le fond de l'océan avec ces sortes de villes souterraines. Et vous racontez au début du livre que vous êtes sur cette plage, aujourd'hui ou il y a 2 ans. Tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Et, et vous voyez un petit garçon jouer dans les vagues et ça vous fait penser au jeu de la bobine. Qui est quelque chose qui a été utilisé par Freud dans l'un de ses livres, dont Barthes a parlé aussi. Symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire ce jeu de la bobine? J'y pensais pas beaucoup, mais je pensais quelque chose sur quoi Barthes revenait très souvent. Ce jeu qui est on lance une bobine et on la voit disparaître, l'enfant est désolé, et puis elle réapparaît. Voyez, et c'est, selon Freud, une manière de surmonter la perte de la mère, plus exactement du sein. C'est une manière de vivre le sevrage bien. Et moi, j'ai pensé bien sûr que si Roland Barthes nous utilisait si souvent cette figure, c'était que lui, justement, cette absence de la mère, il ne pouvait pas la surmonter. Et donc, quand j'ai vu cet enfant qui courait vers les vagues, disparaissait et réapparaissait, et j'ai pensé qu'il imposait à sa mère le spectacle de sa disparition et de sa réapparition. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut trouver un jeu, en tous les cas, trouver une répétition, un mode de répétition qui fasse que la mort, la césure, quand elle survient, soit comme déjà adoucie. Et le livre, il est sur cette question. Mais oui, mais alors, justement, est-ce que vous vous êtes rendu compte en cours de route que c'était ça le vrai sujet du livre, la disparition de votre père? Ah oui. Ah, mais je m'en suis rendu compte tout de suite. Je veux dire, c'est un livre qui est très... J'ai construit, vraiment. Oui. Et l'ouverture, je l'ai écrite un peu en un premier jet approximatif. J'ai écrit le livre et j'ai repris l'ouverture après. Alors, votre père, donc, qui est mort prématurément à l'âge de 43 ans, un 2 janvier, vous aviez alors... J'avais 17 ans. Est-ce que vous savez de quoi il est mort? Oh, j'ai jamais... Oui, je sais, mais c'est... Mais vous dites qu'il est mort de silence. Oui, enfin, il est mort brutalement, oui. Ouais. Mais bon, je dis qu'il est mort de silence parce que en fait, c'est assez banal de dire ça. Je veux dire, toute la psychanalyse nous l'apprend, que notre corps est absolument inséparable de nos émotions, de nos chagrins, de nos pertes. Donc, je pense, oui, qu'on peut mourir de silence, mais on peut mourir d'absence, de solitude. À ce moment-là, une maladie surgit. Mais c'était quelqu'un, là, j'en viens à cette image du bloco, c'était quelqu'un qui était muré, c'est l'expression que vous utilisez. Mais je ne pense pas que ce soit un cas si unique. Je crois qu'il y a quelque chose dans l'histoire, dans la tradition, dans les rôles masculins, qui fait que jusque récemment, les hommes étaient très silencieux dans les couples, ou très autoritaires, par exemple, mais ce n'est pas une manière de s'exprimer. Et justement, après ce livre, j'ai rencontré un certain nombre de personnes où j'ai reçu des mots, et ce père silencieux qui ne livre pas cet état d'âme, moi je l'ai ressenti comme quelque chose de très intense et passionnément intense parce que je l'adorais. Mais j'ai vu que c'était quand même... Ça va aussi avec la fausse parole de la mère. C'est-à-dire, c'est une certaine image presque stéréotypée du couple. L'homme qui se tait et la femme qui dit n'importe quoi, qui bavarde justement.
Mais vous racontez dans le livre le très beau lien que vous aviez et les choses que vous ne partagiez que tous les deux, au fond, hein, les choses qui étaient à vous deux. Je pense aux sorties en Oui. bateau, je pense au ski surtout. Oui, j'ai eu le sentiment d'un rapport exclusif avec lui. Et c'est peut-être pourquoi ma mère nageuse et toujours prête à faire son crawl en solitaire, ça me gênait pas du tout. Je trouvais que c'est très bien. J'étais contente pour elle. J'étais pas du tout attachée comme ça. Mais il y a eu une cassure vraiment à partir de la mort de votre père, c'est-à-dire que vous avez mis un voile en fait. C'est-à-dire, moi je relisais les notes de Roland Barthes, son journal de deuil récemment, et il dit quelque chose de très, très étonnant. Peu après la mort de sa mère, il dit qu'il y a une partie de lui qui continue d'aller dans le monde, de se préoccuper de sujets frivoles, et une autre partie qui est entièrement accaparée par le deuil. Et il trouve ça difficile, gênant, faux, ça le gêne. Et en lisant ça, j'ai mieux compris ce que j'ai écrit dans ce livre, qui est sur le même registre, mais qui en fait le choix, et qui en fait une décision très profonde, alors que Barthes le vit comme une contradiction gênante. C'est-à-dire, on est scindé. Et bon, certaines personnes sont scindées et vivent cette division comme une chose perturbante, ou bien la réaction la plus normale, je pense, c'est de ne pas être scindé, c'est d'être totalement ravagé, emporté, et puis un jour on émerge. Mais moi, étant donné la gravité de la chose et mon âge, et déjà le désir que j'avais du monde et du plaisir, j'ai coupé en deux mon être. Et voilà. Alors, on va revenir sur cette question, mais je voudrais qu'on regarde et peut-être vous allez lire un passage du livre. Moi, il y a une scène que j'aime beaucoup. On est en 1956 et la neige tombe sur Arcachon. C'est extraordinaire. C'est le 21 février 1956. Et d'ailleurs, Colette Fellous, donc l'éditrice de ce livre, m'a dit que c'était peut-être le lendemain ou 2 jours après qu'elle a eu la même neige à Tunis. Je trouve ça. Alors sur cette photo, c'est votre père qu'on voit. Voilà, c'est une photo qui était prise par le photographe de la ville et après on a acheté la photo. C'est incroyable, non? Est-ce que vous voulez bien lire ce passage du livre? Ça c'est plus jamais reproduit à Arcachon. Il y a eu quelquefois de la neige, mais et le port de Bordeaux était gelé. Les bateaux étaient pris dans la glace, enfin. Les jardins, la rue, les toits arrondis des voitures ne forment plus qu'un seul volume. Aucun mouvement dans la nature, sauf, par moments, un pan de neige qui chute d'un toit ou glisse d'une branche avec un son feutré. Et bien sûr, au sol, dans cet invraisemblable plumetis de blancheur, se roulant, sautant, nageant, les enfants du voisinage qui, comme la plupart, comme moi, n'ont jamais vu la neige. Mais voir la neige, c'est vouloir la toucher, l'embrasser, la manger, la modeler, s'y laisser choir de tout son long, les bras ouverts. Et quand on se relève, on peut s'apercevoir et se reconnaître dans cette petite silhouette sculptée en creux et surmontée, pour la tête, d'un arrondi. Très vite, nos moufles, nos chaussures sont mouillées, mais ça ne fait rien. Un air à la fois glacial et délicieux, un air encore irrespiré, dilate de joie. J'enlève mon bonnet, plonge la tête dans la neige. Je veux que mon crâne aussi en fasse l'expérience. Dans le mouvement, j'avale quelques bouffées ou gorgées. Je mâche le froid, il fond sous ma langue.
Ma manie des nourritures blanches a trouvé un prolongement d'une ampleur inédite. Le café de la plage où j'achète mes glaces au citron est sans doute lui aussi enseveli sous la neige. J'imagine les parfums, fraises, framboises, noix de coco, vanille et tutti frutti, chacun dans son compartiment, relégués, hors convoitise, dans le congélateur du restaurant. Ils doivent se sentir oubliés et dévalorisés, surtout citron et noix de coco qui, par leur blancheur, peuvent en plus s'estimer plagiés. Le glacé, le givré, qui constituent leur spécificité et font leur prix, est devenu l'apanage de tout Arcachon, en tous ses quartiers, en tous leurs noms de saison, ville d'hiver, ville d'été, ville d'automne, ville de printemps confondues. La ville d'hiver ayant sa part, mais pas davantage que les autres. La neige a la saveur des colonnes d'eau pure tombant des cascades. J'en reprends, je m'en nourris et désaltère. Elle a un goût de cristal. Mon père a pris son sac à dos et chaussé ses skis. Il est parti en direction de la Plastière à la recherche des magasins ouverts. Le jour s'assombrit vite, mais la neige, telle ma statuette de vierge, est fluorescente. Je reprends la mince tranchée tracée dans le jardin. Il y en a d'autres maintenant dans les jardins voisins, au milieu de la rue, autour du rond-point. Paraît-il que court la marque de Plaisance, entre la gare et le casino de la plage, une longue tranchée a été creusée. J'irai demain. En attendant, je ne fais rien d'autre que cheminer à pas de fourmi entre ces murailles bleutées. Mon père est revenu. Il a rangé ses skis dans le garage. Son sac est vide, mais il a sur le visage une expression radieuse tout à fait inhabituelle. Je ne m'en étonne pas. L'extraordinaire est au programme d'aujourd'hui. Ce jour-là, sont réunis le sable et la neige. Oui. Deux matières qui, a priori, sont un peu antinomiques, mais voilà. Oui. La dune du Pilat sur la neige, ou plutôt la neige sur la dune du Pilat, ça fait rêver. Mais ça arrive régulièrement quand même, mais une mince couche. Mais pour aller plus loin sur le sens de ce titre de Sable et de neige, vous dites que vous les aimez parce que ce sont des matières évanescentes, friables. Oui, mais j'avais pensé plusieurs titres. J'ai mis du temps à trouver ce titre. J'avais d'abord pensé le temple des poupées, ensuite le temple des coquillages et enfin le temple des silences. Mais tous ces temples avaient quelque chose de froid. Et c'est de Sable et de neige qui m'a finalement séduite, parce que justement on le touche, on se couche dedans, il est sur elle connaît votre peau. Et vous écrivez l'insaisissable m'a donné la clé de la beauté du monde. Et oui, et ça je pense que c'est... Je pense qu'on est absolument formé et éduqué, en tout cas certains enfants, par le paysage dans lequel ils grandissent. Et pour moi, ça a été regarder l'eau ou regarder les nuages. Et c'est absolument le contraire des gens qui croient au stèle, au durable, au monumental. Et je me suis fondue avec cette suite de jours où il ne se passait pas grand-chose. Et même si vous êtes attaché à cette géographie, c'est plus un paysage mental qu'un besoin de racines physiques. Vous n'êtes pas une femme de racines. Non, mais ce paysage, il vous dit ça. D'ailleurs, c'est un pays où il n'y a pas de racines profondes. C'est le sable, les choses qui poussent dans le sable. Ça s'arrache facilement et ça repousse ailleurs. Et je suis pas du côté des racines ni du prolongement. Par exemple, c'est pourquoi ces photos d'enfance me paraissent pas si éloignées. Je crois aussi que ne pas avoir d'enfant vous tient dans un temps qui n'est pas celui de la succession. Et c'est l'évidence. Oui. Oui. On reste l'enfant et... Voilà, on reste
quelque chose, une étoile de mer, bon, quelque chose. Et voilà. Alors, j'ai appris en lisant votre livre qu'il existait un ski club arcachonnais. Mais oui, mais et les questions, j'ai appris depuis qu'il était question de le. Il y a des gens qui voudraient que ça recommence, que skier sur grépin, c'est-à-dire skier sur aiguille de pin, redevienne à la mode. C'est comme ça que vous avez appris ou... Oui, c'est comme ça. J'ai appris d'abord sur aiguille de pin. C'est pas du gâteau, je vous assure, parce que autant la neige peut être douce, mais les aiguilles de pin, non. Et puis, une fois qu'on est lancé, il faut continuer, parce qu'il vaut mieux pas trop tourner. Mais le ski, c'était vraiment quelque chose que vous partagiez avec votre père. Ah oui, oui, oui. Lui allait régulièrement skier sur aiguille de pin. Il faisait du saut, faisait des compétitions. C'est quand même extraordinaire aussi parce qu'on prend ses skis et on va dans la forêt à côté, puis après on va se baigner. Mais vous racontez aussi dans le livre de très belles vacances à la montagne avec oui, votre père. Après quand même, j'ai quitté les aiguilles de pin et j'ai skié sur la neige. Ça m'a plu davantage. Mais vous disiez tout à l'heure que après la mort de votre père, vous aviez enfoui quelque chose et au fond, vous avez renoncé aux choses que vous faisiez avec lui, sauf au ski. Oui. Mais c'était la même chose quand mon grand-père est mort. Ouais. J'adorais les jeux de société, j'adorais les cartes, les dominos. J'ai fait une croix dessus. C'était terminé. Et là, c'était pareil. J'ai pu aller à la pêche, ni très peu en bateau, au fond. Et même la marche, pas beaucoup. Mais le ski, oui. Ah non, ça, c'était pas possible. Je l'aimais trop. Je l'aime trop. Ou la montagne, oui. Mais ce qui veut dire que la mémoire de votre père, parce que en fait, on comprend en lisant le livre que à un moment le voile, le cache se déchire. Et oui, ça arrive, oui. Alors comment ça arrive? Vous savez, ça c'est un effet du temps, j'imagine. Au fond, les stratégies que vous aviez mises en place, à un moment ne fonctionne plus ou c'est-à-dire il y a un moment aussi où le danger est moindre, je pense. On se sent assez fort pour vivre à nu ce qui aurait pu vous tuer plus tôt. Voilà. Parce que cette figure de votre père était présente dans Souvenir de la marée basse de manière très, très furtive, comme ça. Et il a fallu attendre encore pour oui. oser. Ça a été pris dans la logique justement de Souvenir de la marée basse, je crois. C'est ce que je vous disais au début sur cet autre côté. Souvenir de la marée basse comprenait l'autre côté et comprenait aussi le versant paternel. Mais de livre en livre, ça se joue comme ça, même avec le direct, l'indirect. Parce qu'on a vraiment le sentiment, en lisant ce livre, de connaître des choses familières. Enfin, vos lecteurs fidèles reconnaissent des choses et en même temps, on est très surpris de voir que vous trouvez une porte d'entrée complètement différente. Mais oui, mais je pourrais encore en trouver beaucoup. Sur ces mêmes lieux et sur cette surface sablonneuse si étroite. J'avais relevé cette phrase de Kerouac que vous mettez en exergue et qui vraiment dit très bien tout ça. Si les hommes ordinaires, les hommes qui travaillent et restent silencieux, fait qui ne les rend pas ordinaires après tout, si donc la plupart des hommes devaient écrire toutes leurs pensées ou une fraction de leurs pensées, nous aurions des univers entiers de littérature. Oui, c'est une phrase que j'ai lue dans un carnet de bord, dans les journaux de Kerouac, quand j'écrivais East Village Blues, et je l'avais noté justement pour quand j'écrirais sur mon père. Ça m'a
et c'est extraordinaire parce que c'est tellement vrai. Je veux dire, c'est quelque chose de banal à dire, mais on grandit à côté de personnes qui ont des univers entiers en eux, et dont on ne sait rien. Moi, j'ai complètement, dans ce livre, respecté le silence de mon père. Je n'ai pas fantasmé sur qui il pouvait être. J'ai gardé ce lien. J'ai cherché à inscrire ce lien d'amour. On a une impression de mouvement quand on vous lit. C'est comme si vous écriviez au rythme d'une déambulation. Enfin, il y a cette idée de mouvement, presque de travelling, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose. Je sens que je me promène dans mon univers intérieur, que je me promène en moi. Et pour qu'elle ait lieu, cette promenade, et qu'elle soit aérée et souple, et pas du tout ressassante, autant j'adore Thomas Bernhard, mais c'est pas du tout mon rythme, c'est bien qu'elle soit accompagnée de vraies promenades, de promenades dans le monde. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui est premier. Les deux, comme les images et le texte, les deux se tressent l'une l'autre. Vous êtes aussi, puisqu'on parle d'images, une grande collectionneuse de cartes postales. Oui, j'adore ça. C'est très beau cette idée. C'est comme si vous aviez un petit musée portatif. C'est vrai, j'adore les cartes postales. Et quand je voyage, j'achète des cartes postales. Et après, dans les chambres d'hôtel, j'aime bien les poser comme ça. Et quelquefois, je fais des petites expositions. Oui. En plus, quand on voit le travail qui est une exposition, c'est merveilleux de pouvoir la poser juste sur un dessus de lit. Mais c'est vrai, j'aime les cartes postales. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a une carte postale qui s'appelle Fillette à l'oiseau mort. Enfin, une carte postale. C'est la reproduction d'un tableau et que j'avais découvert à Bruxelles. Et je trouve que c'est magnifique. J'ai vu l'énigme même de l'enfance. Oui, cette carte postale, je l'ai en carte postale et je l'ai achetée justement quand j'étais à Bruxelles. Et après, je l'avais posée dans ma chambre. Oui, c'est une petite fille à l'air assez sérieux. On n'a pas l'image, malheureusement, on ne peut pas la projeter, mais elle a l'air assez sérieux. Elle a des yeux clairs. Elle est un petit peu ronde et elle tient un oiseau mort dans ses mains. Fillette à l'oiseau mort. Oui, c'est un anonyme. C'est un peintre anonyme. Vous parlez justement juste à côté de cette reproduction de tableaux de Madame Dudefant. Alors j'adore ce chapitre du livre. Alors c'est votre amour du XVIIIe siècle, votre siècle d'élection, mais au fond elle concentre tout ce qui vous fait aimer ce siècle. Elle est tout ce que j'aime. Et la phrase, ça part comme ça dans le livre et dans ma pensée, à partir d'une phrase qu'elle a dit personne n'est heureuse de l'ange jusqu'à l'huître. C'est tellement elle de dire ça, je trouve, non? Et je pensais à cette phrase en allant manger des huîtres au restaurant chez Hortense, et je pensais à tous ces plateaux d'huîtres et l'idée que elles avaient vécu une vie de malheur. Je trouvais ça insupportable. Et après, j'ai continué de penser. Je pense souvent à Madame Dudefant parce que elle est l'exemple même de ce qu'on peut réussir à vivre en dépit de. C'est-à-dire, elle avait tout pour être empêchée et elle a su tourner les événements en sa faveur et faire ce qu'elle désirait. C'est-à-dire tenir un salon alors qu'elle n'avait pas d'argent. C'est Choiseul qui lui donne des sous. Pour se libérer, elle se marie. Comme ça, elle échappe à sa famille et tout de suite après, elle demande le divorce. Elle fait des choses
Et après devient ami intime avec Voltaire, et ils apprennent ensemble la science du monde chez la duchesse du Maine. C'est-à-dire savoir divertir, mais aussi savoir ne pas se donner. Et hélas, comme toutes les femmes à cette époque, elle intériorise l'interdit d'écrire, et donc on la connaît par ses lettres. Et vous l'opposez à Michelet et à sa manière de vouloir assigner les femmes en faisant des petites choses fragiles. Oui, il y a quelque chose aussi du 19e siècle. Ce type de femme salonnière, seule, non conjugale, c'est très 18e siècle. Enfin, un certain 18e siècle. Et ce que Michelet recommande tellement dans La Femme, dans le livre La Femme, c'est une version... c'est drôle parce que j'ai lu depuis un texte de Flaubert sur Michelet, et c'est presque pire que moi ce qu'il dit. Cette version pot-au-feu. et c'est quelque chose, c'est vraiment l'idée de la femme au foyer, c'est-à-dire le foyer. D'ailleurs, il y a des pages il y a des trucs. Je ne mets pas en question le génie visionnaire de Michelet, mais sa conception de la femme, elle est désastreuse, sauf à être Jeanne d'Arc ou la sorcière, comme il dit. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes dit le XVIIIe siècle sera mon siècle d'élection, non ? Pas du tout. D'abord, j'avais pas notion de siècle. Oui. Et non, absolument pas. Je sais que quand je suis arrivée à Bordeaux, on m'a montré les façades le long des quais et on m'a dit ça a été construit au XVIIIe siècle, mais ça m'a pas fait du tout d'effet. J'ai trouvé que c'était beau, quoi. Et puis après, quand j'ai lu Sade, aussi j'ai vu que c'était qu'au XVIIIe siècle. Mais il m'a fallu du temps pour réunir ces différentes lectures et ces différents engouements sous l'idée d'un siècle, qui est un peu fausse d'ailleurs, parce que on peut dire que beaucoup d'écrivains du 19e continuent de porter quelque chose, une musique du 18e, on peut dire ça pour Nerval ou Stendhal. Mais bon, c'est mieux cloisonné. Pour les études, c'est... On parlait tout à l'heure des chambres d'hôtel. Il y a un très beau passage dans ce livre que j'aimerais vous entendre lire sur la manière dont on s'approprie ou pas une chambre d'hôtel. Ah ben oui, hein, surtout en ce moment, c'est merveilleux de penser, de rêver les chambres d'hôtel. À l'arrivée, il y a un plaisir à découvrir la chambre, à se l'approprier, à s'assurer que chaque chose va trouver sa place et que les livres sur la table de nuit, une rose, un jeu d'images redistribué comme un jeu de cartes, vont suffire à faire d'un simple numéro une habitation pour toujours. L'appropriation ne s'effectue que sur fond de sympathie immédiate. Une chambre d'hôtel hostile le reste. Elle vous éjecte vite fait. Par exemple, au Washington Square Hotel dans Manhattan, j'entre et crois entrer dans une chambre sans fenêtre. Je cours me plaindre à la réception. Une dame monte avec moi, me désigne du doigt la fenêtre. D'accord, je n'ai pas de raison de déménager. Mais ça ne change rien au fait que cette chambre me veut du mal. Cela peut aller loin de leur part, comme ma première nuit à Mexico, que je passe Hôtel Prince, dans une chambre dont un des tableaux est souillé de traces de sang. Mais ce sont là des exceptions. Normalement, les chambres d'hôtel me sont favorables. Et c'est heureux, car le voyage a le don de me procurer des emballements d'imagination qui tous portent sur des visions adorables de la vie sédentaire. Après quelques jours dans un pays, dans une ville, jusqu'alors inconnue, je repère le quartier, le café, la librairie, le marché, où j'en suis sûre, je vais m'empresser de retourner. Je souligne les tracés que je me délecte à l'avance de répéter. J'accumule les adresses de restaurants, de magasins, je recopie des noms, des numéros de téléphone, prends des notes et couvre des pages de mon carnet de collages de toutes sortes. À l'aune de ce projet d'installation définitive, tout compte. Aucun détail ne doit être négligé. Jamais ne m'effleure la pensée, pas grave, je ne fais que passer. Non.
Comme les gens qui tombent amoureux à chaque nouvelle rencontre, je crois à l'endroit où je viens d'arriver, à la chambre dont on vient de me confier la clé. Ils ont annulé les précédents. Je m'en déprendrai avec la même facilité. Je rangerai livres et vêtements, bouclerai l'exposition, effacerai mon désordre, épanoui dans la pièce, selon un effet de génération spontanée. Je referai mon bagage et rendrai la clé. C'est peut-être cette double vue de la voyageuse qui semble incompréhensible. Qu'elle chérisse les émotions du commencement, qu'elle les éprouve à chaque fois tel un absolu dans la conviction d'un ancrage fixe, tout en se réservant en quelques zones flottantes d'elle-même le projet de repartir. Double vue, double vie, au moins. Forme de duplicité qui fait peur au désir masculin d'une femme à racines et prolongement. Voilà, vous auriez fait peur à Michelet, décidément. Il donne des images, des descriptions de femmes dans les hôtels qui étaient justes à cette époque, parce qu'une femme à cette époque, c'était impensable, mais c'est terrifiant, réellement terrifiant. Pour quelle raison la dernière partie du livre se passe au Japon ? Donc là, on sort complètement de l'enfance, mais c'est un autre lieu important de votre géographie intime. Oui, c'est une surprise que j'ai eue quand j'ai découvert le Japon, il y a peut-être une dizaine d'années, de me sentir si, à la fois dans un pays absolument étranger, puisqu'en plus je ne parle pas la langue, et en même temps dans l'esthétique, oui, profondément l'esthétique m'était comme déjà connue. Et c'est quelque chose autour de l'art du vide. Et depuis, j'ai lu par exemple cette phrase magnifique d'Henri Matisse, quand il arrive sur le bassin d'Arcachon, il dit « c'est tout à fait le Japon des estampes ». Et c'est vrai, il y a quelque chose dans le paysage linéaire, le rapport aux demi-teintes. Le Japon n'est pas un lieu de teintes violentes, des dégradés de bleu qui m'ont paru profondément arcachonnés quand je suis arrivée au Japon, et vice-versa. Et aussi, d'une manière plus vaste peut-être, il y a toute une littérature liée au silence et tout un art du haïku qui est au plus juste pour moi par rapport à un rapport profond, existentiel au bord de mer. Mais le voyage que vous y avez fait ne s'est pas fait à un moment où les couleurs étaient en demi-teinte, puisque les feuilles d'érable étaient rouges flamboyants. Oui, alors c'est avec mon ami Alan Weiss, justement, on y va régulièrement au moment des momiji, des feuilles d'érable rouges, et c'est un peu le seul moment d'ailleurs au Japon où le pourpre éclate. Et le livre est construit vers cet épanouissement, cette espèce de rougeoiement général. C'est aussi un livre qui joue beaucoup sur l'avancée de la couleur. Et puis, en vous promenant, en vous perdant, puisque vous n'avez pas un très bon sens de l'orientation. Non, mais vous savez, même quand on a un bon sens de l'orientation, au Japon, ça ne sert pas à grand-chose. Oui. Mais vous tombez sur une échoppe, un petit salon de thé dans lequel vous rentrez, et là, vous tombez sur une carte postale qu'on va montrer. Voilà. Voilà. Une carte postale qui vous renvoie à votre enfance. Oui, cette carte postale, c'est ma carte postale. Celle que j'ai reçue de mon père quand j'étais toute petite. Et quand je vais dans ce magasin, il y a toute une collection de cartes postales anciennes et souvent anglaises. Ce magasin est plutôt spécialiste dans les antiquités anglaises, début du siècle. Et à ma grande stupeur, je trouve l'équivalent de ma carte postale. Et évidemment, c'est chavirant. Donc ça s'est vraiment passé comme ça. Absolument, oui. Absolument. Oui. Et la neige,
il avait commencé de neiger, mais assez peu. Et en sortant, le sol est couvert de neige. Et voilà, oui, c'est une photo d'Allen dans un temple. Et ce que j'aime dans cette photo, c'est qu'il y a le froid de l'hiver et le fruit du kaki qui est symbole de bonheur et de sérénité, et donc les deux en même temps, et ça c'est très profondément japonais. C'est pourquoi Roland Barthes a tellement été fasciné par le Japon, par l'art des signes. Et vous y étiez à une période qui est toujours compliquée pour vous, qui est le passage de la nouvelle année. Oui, alors, comme tout à l'heure quand nous parlions des retours, j'ai passé plusieurs 31 décembre à Kyoto, et c'est une forme de condensation de ces différents séjours. J'ai choisi celui de la neige, mais il porte aussi en résonance d'autres passages du 31 décembre. 31 décembre, enfin, donc, puisque votre père est oui. mort un 2 janvier. Donc c'est oui. une période oui. difficile. Vous racontez à la fin du livre, c'est très beau cette scène, vous avez passé une nuit presque blanche et vous vous endormez au petit matin, et puis il y a l'image des stèles en bois qui sont brûlées, ce qui est un rite japonais. On brûle les noms des morts. Ça m'a beaucoup étonnée, mais ils brûlent en effet les stèles en bois qui sont piquées comme ça avec le nom, et ils les brûlent. Oui, j'ai trouvé ça, ce flamboiement, et c'était aussi un soir de neige, donc c'est le mélange du flamboiement et du blanc. Très fort. On brûle les noms des morts, mais on garde ceux des vivants. Enfin, Oui, bon, ben ça c'est ce qui... oui, ben oui, j'espère. C'était l'idée de ce livre, c'est quelque chose autour de ça, de conserver vivante une trace. Ce livre-là et d'autres. Et les autres, absolument. semble-t-il. Absolument. Que la trace soit inscrite dans l'enfance, ou qu'il s'agisse de traces plus récentes, en effet, comme East Village Blues, c'est des traces plus récentes. Mais c'est le même désir, mais que ce soit une trace revivifiée, c'est-à-dire pas comme l'archéologue qui se penche sur quelque chose d'accompli, mais toucher un moment de votre vie qui reprend vie. C'est plutôt comme ça que je l'entends. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça n'est jamais figé. Voilà, c'est pas du tout des mémoires. C'est pas une sorte de regard panoramique sur quelque chose qui aurait eu lieu. C'est aussi quelque chose qui à nouveau me transperce ou me dépasse, et je saisis au passage ce que je peux. Ça veut dire que des livres à partir de ce matériau-là, il y en aura encore d'autres. Oh ben, il peut y en avoir à l'infini. Merci Chantal Thomas. Merci Sophie Joubert. Je rappelle le titre de ce très beau livre, De sable et de neige, paru au Mercure de France dans la collection Traits et portraits que dirige Colette Fellous. Merci. Merci. Merci à vous pour votre attention.